Livre 2. Comme la saison des fruits battait désormais son plein et que le temps des vendanges approchait à grands pas, chacun était occupé au champ. Daphnis et Chloé délaissèrent donc leurs chèvres et leurs moutons pour prêter main forte aux autres. Daphnis transportait les grappes dans les hottes, les jetait dans les pressoirs et les foulait avant de transporter le vin dans les jarres, pendant que Chloé préparait le repas pour les vendangeurs, leur servait à boire un vin d'âge mûr et vendangeait les grappes les plus basses. Comme on pouvait s'y attendre au cours d'une fête consacrée à Dionysos et qui célèbre la naissance du vin, les femmes des terres alentours, qui avaient été appelées en renfort pour la vendange, jetaient des regards insistants sur Daphnis et se répandaient en compliments, en disant qu'il était aussi beau que Dionysos. L'une des plus intrépides alla jusqu'à l'embrasser, ce qui émoustilla Daphnis, mais désola Chloé. De leur côté, les hommes qui se trouvaient dans les pressoirs lançaient toutes sortes de propos imagés à l'adresse de Chloé, se lançaient dans une sarabande frénétique comme s'ils étaient des satyres à la poursuite d'une bacchante et faisaient le vœu d'être transformés en moutons pour qu'elle les mène paître. Et cette fois, ce fut au tour de Chloé d'être ravie et de Daphnis d'être affligée. Un jour, un vieillard s'approcha d'eux, habillé d'une peau de bête. Il vint s'asseoir tout près, et voici ce qu'il leur dit. « Mes enfants, je suis le vieux Philétas. J'ai autrefois chanté bien des chansons pour les nymphes, joué pour Pan des airs sur ma syrinx, et j'ai conduit au seul son de ma musique bien des troupeaux de vaches. Je suis venu vous révéler ce que j'ai vu et vous dévoiler ce que j'ai entendu. Comme je me rendais à mon jardin, un enfant m'est apparu. Il était blanc comme le lait, blond comme le feu, resplendissait comme s'il sortait tout juste du bain. Il était nu, il était seul, et il jouait comme si le jardin où il faisait sa moisson était le sien. Il fit entendre sa voix. « Sache-le, je n'ai rien à voir avec un enfant, quand bien même j'en ai l'apparence, car je suis plus vieux que Cronos et que le temps lui-même. Je te connaissais déjà dans ta prime jeunesse, lorsque tu menais paître ton large troupeau de vaches sur cette montagne là-bas. J'étais à tes côtés lorsque tu jouais de la syrinx près de ces chênes et que tu étais amoureux d'Amaryllis. Mais toi, tu ne me voyais pas, même lorsque je serrais cette jeunette de près. Pourtant, c'est moi qui te l'ai donnée, et à présent, tu as de beaux enfants qui sont bouviers et fermiers. Aujourd'hui, c'est Daphnis et Chloé dont je suis le berger. Et lorsque je les mène tous les matins, je passe par ton jardin où je m'enivre de tes fleurs et de tes arbres, et je prends un bain aux sources. Et tes fleurs et tes arbres sont beaux parce qu'ils sont irrigués par l'eau où je me baigne. Au revoir, et pars heureux, car tu es bien le seul homme qui, dans sa vieillesse, ait pu contempler cet enfant-là. » Sur ces mots, d'un bond, il s'éleva dans les myrtes à la manière d'un jeune rossignol. Et tout en passant d'une branche à l'autre, il se fraya à travers les feuilles un chemin jusqu'au sommet. Je vis qu'il avait des ailes qui poussaient de ses épaules, avec, entre les ailes, de toutes petites flèches. Et en un instant, tout avait disparu. Mais si mes cheveux n'ont pas blanchi en vain, et si avec l'âge mon cerveau ne s'est pas ramolli, c'est à amour que vous êtes voués, mes enfants, et c'est lui qui veille sur vous. Daphnis et Chloé furent ravis au plus haut point, comme s'ils venaient d'écouter une fable et non un récit véritable. Et ils demandèrent au vieillard qui donc était cet amour. Mes enfants, amour est Dieu, jeune, beau et ailé. Voilà pourquoi il se délecte de la jeunesse, se lance à la poursuite de la beauté et donne des ailes aux âmes. Quant à son pouvoir, même celui de Zeus n'est pas aussi grand. Moi, j'ai vu un jour un taureau amoureux et il meuglait comme si un aiguillon l'avait piqué. J'ai vu un bouc amoureux d'une chèvre et qui la suivait partout où elle allait. Moi-même, j'ai été jeune et j'étais amoureux d'Amaryllis. J'en oubliais de manger, je perdais le goût de l'eau, le sommeil me fuyait, mon âme me faisait souffrir, mon cœur battait la chamade, tout mon corps était parcouru de frissons.
Je poussais des cris, comme si je recevais des coups. J'étais muet, comme si j'étais mort. Je me jetais à l'eau, comme si j'étais en feu. Sachez qu'il n'existe aucun remède à l'amour, aucune boisson, aucun aliment, aucune formule que l'on puisse prononcer. La seule chose à faire est de s'embrasser, de s'étreindre et de se coucher nu, corps contre corps. Après cette leçon, Philétas prit congé. Daphnis et Chloé s'assirent à côté l'un de l'autre, contre le tronc d'un chêne, et le goût de leur baiser les portait à satisfaire un plaisir insatiable. Leurs étreintes poussaient leur corps à se rencontrer à mesure que leurs lèvres se pressaient. Comme Daphnis attirait Chloé à lui un peu trop brusquement, elle glissa sur le côté, et Daphnis, qui restait collé à ses lèvres, l'accompagna et glissa avec elle. Ce qu'il fallait faire ensuite, il n'en savait rien, et il jugeait que c'était là le comble du plaisir amoureux. Ils y consacrèrent en vain l'essentiel de leur journée, puis ils se séparèrent et ramenèrent leur troupeau tout en maudissant la nuit. Peut-être aurait-il touché du doigt la vérité si la campagne tout entière n'avait été mise sans dessus-dessous par l'événement qui suit. Des jeunes touristes de la ville de Méthymne débarquent dans la contrée pour chasser, pêcher et prendre du bon temps. Pendant une excursion, leur barque se détache et se retrouve à la mer. Privés de leur embarcation et des biens qu'elle contenait, argent, effets personnels, ils vont se plaindre aux autorités qui rejettent leurs plaintes. De retour à Méthymne, ils racontent leur mésaventure. La ville envoie une expédition punitive qui débarque, s'empare de biens de toutes sortes et surtout procède au rapt de Chloé. Daphnis implore les divinités et c'est le dieu Pan lui-même qui apparaîtra au chef de l'expédition et qui le forcera à ramener les biens et la précieuse captive. S'ensuit une fête dans le ton pastoral, ponctuée de musique, de chants, de plaisanteries et de danse, suite à quoi Daphnis et Chloé peuvent enfin se retrouver. Le jour se levait à peine lorsqu'ils se rendirent au pâturage. Ils saluèrent d'abord les nymphes, puis Pan, avant de s'asseoir sous le pin et jouer de la syrinx, et de s'embrasser l'un l'autre, de s'étreindre, de se coucher côte à côte et de se relever sans avoir rien fait de plus. Ils pensaient aussi à manger et buvaient du vin mêlé à du lait. Tout cela les rendait plus enflammés, plus audacieux. Ils se lancèrent un défi d'amour avant d'en venir, peu à peu, à se jurer des serments de fidélité. Daphnis se rendit devant le pin et jura par Pan qu'il ne pourrait vivre ne serait-ce qu'un jour sans Chloé. Cette dernière, de son côté, se rendit dans la caverne et jura par les nymphes qu'elle désirait partager sa vie et sa mort avec Daphnis. Mais l'absence d'artifice était telle chez Chloé, ce n'était qu'une jeune fille, que dès qu'elle fut sortie de la caverne, elle demanda à Daphnis de prêter un second serment avec ces mots. Daphnis, Pan est un dieu amoureux et bien peu digne de foi. Il a aimé Pythis, il a aimé Syrinx, et il ne cesse d'ennuyer les dryades et d'importuner les nymphes qui protègent les troupeaux. Il s'est montré si peu respectueux de ses propres serments qu'il ne te tiendra pas rigueur de ne pas respecter les tiens, quand bien même tu te lancerais à la poursuite de plus de femmes qu'il n'y a de roseaux dans ta syrinx. Jure donc par ce troupeau et par cette chèvre qui t'a nourri de ne pas abandonner Chloé, aussi longtemps qu'elle te demeurera fidèle. En revanche, si elle vient à commettre quelque injustice envers toi et les nymphes, fuis-la, déteste-la et tue-la comme un loup. Daphnis se réjouissait de sa défiance à son égard. Il vint au milieu du troupeau, prit d'une main une chèvre, de l'autre un bouc, et jura à Chloé de la chérir tant qu'elle le chérirait et de se donner la mort plutôt que de la lui donner si elle lui préférait un autre amoureux. Chloé était transportée de joie
et lui accordait la confiance d'une jeune bergère qui estimait que les chèvres et les moutons étaient les dieux attitrés des pâtres et des chevriers. Livre 3. Arriva alors l'hiver, qui s'annonçait plus amer que la guerre pour Daphnis et Chloé. Une neige soudaine tomba en abondance, fermant l'accès à toutes les routes et cloîtrant tous les paysans chez eux. Les torrents gonflés par l'hiver roulaient avec fracas et ils gelaient à pierre fendre. On eût dit que les arbres s'étaient brisés. Toute la terre était cachée, sinon çà et là, autour d'une source ou d'un ruisseau. Personne ne menait les troupeaux à la pâture, ni même ne franchissait le seuil de sa porte. On allumait un grand feu dès que le coq chantait, et les uns filaient le lin pendant que d'autres tressaient des poils de chèvre ou concevaient d'habiles pièges pour les oiseaux. À d'autres moments, on s'assurait que les vaches avaient de la paille à manger dans les étables, les chèvres et les moutons des feuilles dans les bergeries, les cochons des glands dans les porcheries. Tout le monde était donc contraint de rester chez soi. Et les paysans et les bergers étaient contents d'être délivrés pour un petit moment de leurs travaux, de prendre des repas le matin et le soir et de faire la grasse matinée. C'était au point que l'hiver leur paraissait plus agréable que l'été, l'automne et même le printemps. Mais Chloé et Daphnis, eux, étaient plongés dans le souvenir du bonheur passé. Leurs baisers, leurs étreintes, leurs déjeuners partagés. Ils passaient des nuits sans sommeil et des jours sans joie, dans l'attente d'un printemps qui serait une renaissance après la mort. Tout les désolait. Une besace d'où ils avaient tiré leur déjeuner commun qui leur tombait entre les mains. Une écuelle où ils avaient l'habitude de partager leurs boissons qui passaient sous leurs yeux. Une syrinx, témoignage d'un cadeau de l'amour. Désormais, cette syrinx était seule et abandonnée. Il priait les nymphes et Pan de les délivrer de ces maux-là aussi et de laisser enfin le soleil leur apparaître à eux et à leurs troupeaux. Tout en priant, il cherchait un moyen qui leur permettrait de se voir. Chloé était désespérée et ne savait que faire, car sa mère putative ne la lâchait pas d'un pouce. Elle lui apprenait à filer la laine et à tourner le fuseau, tout en lui parlant de son mariage. Mais Daphnis avait du temps devant lui, et il conçut un stratagème pour voir Chloé. Prenant le prétexte d'une chasse aux oiseaux, Daphnis se mit en route. Il se rendit jusqu'à la cour de Dryas, et après avoir secoué ses jambes pour se débarrasser de la neige, il s'assit là, à l'affût des oiseaux et de Chloé. Mais personne ne sortit de la cour, pas un homme, pas une femme, pas une volaille de la maison. Tous étaient cloîtrés à l'intérieur, blottis près du feu, si bien que Daphnis se trouvait dans un grand désarroi, comme si sa venue se faisait sous de mauvais auspices. Il s'enhardit alors à trouver une excuse pour franchir les portes de la maison, et il cherchait en lui-même quel discours semblerait le plus plausible. Je suis venu pour trouver de quoi faire un feu. Mais n'avais-tu pas des voisins à 1 kilomètre de chez toi? Oh, je suis venu pour vous demander du pain. Mais ta besace est pleine de nourriture. J'ai besoin de vin. Mais tu viens à peine de vendanger. Un loup était à mes trousses. Mais où sont les traces de ton loup? Je suis venu pour chasser les oiseaux. Maintenant que tu les as chassés, pourquoi ne quittes-tu pas les lieux? Oh. Je désire voir Chloé. Qui pourrait avouer cela au père et à la mère d'une jeune fille?
Alors qu'il se livre à ce dialogue avec lui-même, la porte s'ouvre. Le père de Chloé l'accueille et on organise une petite fête dans la maison. Daphnis et Chloé ont un bref tête-à-tête où ils se redisent à quel point ils s'ennuient l'un de l'autre. Ces visites se répètent au cours de l'hiver qui finit par finir et faire place au printemps. Ici, les moutons bêlaient. Là, les agneaux sautillaient. Puis s'agenouillaient sous leur mère pour téter les mamelles. Les brebis qui n'avaient pas encore mis bas étaient poursuivis par les béliers qui, chacun prenant la sienne, les tenaient sous eux et les montaient. Les boucs aussi se lançaient à la poursuite des chèvres. Leurs assauts étaient plus fougueux encore, et ils se battaient pour elles. Chaque bouc avait ses chèvres personnelles et veillait à ce qu'aucun adultère ne se faufile en cachette pour les séduire. La vue d'un tel spectacle aurait même excité des vieillards au plaisir d'Aphrodite. Daphnis et Chloé, qui étaient jeunes, bourgeonnants et à la recherche de l'amour depuis longtemps déjà, étaient enflammés par ce qu'ils entendaient, consumés par ce qu'ils voyaient, et eux aussi aspiraient à quelque chose qui serait plus qu'un baiser ou une étreinte. En particulier Daphnis, comme un garçon qui avait dû rester enfermé chez lui tout l'hiver, alors qu'il devenait un adolescent. Aussi était-il plein d'ardeur dans les baisers, plein de fougue dans les étreintes, plus disposé et hardi encore à tout entreprendre. Il priait donc Chloé de satisfaire tous ses désirs et de coucher nu contre son corps nu, plus longuement qu'il ne l'avait fait jusqu'ici. C'était, disait-il, la dernière instruction de Philétas qu'il n'avait pas essayée, celle qui ferait naître le seul remède capable de guérir leur amour. Comme elle cherchait à savoir ce qui pouvait être davantage qu'un baiser, davantage qu'une étreinte, davantage même que se coucher côte à côte, et ce qu'il se proposait de faire une fois étendus, nus l'un à côté de l'autre, il lui répondit « Ce que les béliers font aux brebis et les boucs aux chèvres, tu vois bien comment, après l'avoir fait, celles-ci ne cherchent plus à les fuir et comment eux ne s'épuisent plus à les poursuivre. Au contraire, comme s'ils avaient satisfait un plaisir commun, ils vont ensuite paître ensemble. Ce qu'ils font comporte quelque douceur à ce qu'il semble et vient à bout de l'amertume de l'amour. » Mais ne vois-tu pas, Daphnis, que chez les chèvres et les boucs, chez les béliers et les brebis, les mâles font cela debout et que les femelles le subissent debout aussi, et qu'ils leur sautent dessus et qu'elles les portent sur leur dos. Et toi, tu veux que je me couche à tes côtés, et nue de surcroît. Pourtant, elles ont infiniment plus de laine sur leur dos que moi, même lorsque je suis habillée. Daphnis se rendit à ses arguments. Il se coucha à côté d'elle et resta étendu un long moment. Comme il ne savait aucunement satisfaire ce qui le rendait plein de désir, il fit se lever Chloé et s'enroula autour d'elle, par derrière, en imitant les boucs. Mais son désarroi fut plus grand encore. Il s'assit et se mit à pleurer à l'idée qu'il était plus ignorant encore qu'un bélier quand il fallait en venir à la pratique amoureuse. Il avait un voisin qui cultivait sa propre terre et n'avait plus la force de sa prime jeunesse. Il avait fait venir de la ville une femme, jeune, dans la fleur de l'âge, et dont les manières élégantes avaient peu à voir avec le cadre de la campagne. Elle s'appelait Lycénion. Celle-ci voyait chaque jour Daphnis mener ses chèvres paître au petit matin et les reconduire à la nuit, et elle eut le désir d'en faire son amant. Un matin, elle se coucha dans un buisson pour ne pas être découverte. Elle écouta les paroles des jeunes gens et pilla le moindre de leurs gestes. Ne lui échappèrent pas même les sanglots de Daphnis. Prise de pitié pour les malheureux, elle vit là l'occasion de faire coup double. Elle allait venir à leur secours tout en assouvissant ses propres appétits. Le lendemain, après avoir rejoint Daphnis dans la forêt, elle lui demanda de s'asseoir près d'une source et lui dit: « Tu es amoureux de Chloé, chère Daphnis, et cela je l'ai appris des nymphes au cours de la nuit, pendant un rêve. Elles m'ont raconté tes larmes de la veille et m'ont demandé de te sauver en t'apprenant la pratique de l'amour. Cette pratique
Ce n'est pas un baiser, ce n'est pas une étreinte, ce n'est pas ce que font les béliers et les boucs. Les saillies dont je parle sont plus douces que les leurs, car elles procurent un plaisir qui dure plus longtemps. Si tu veux te délivrer de tes malheurs et connaître les ravissements dont tu es à la recherche, confie-toi à moi comme mon élève. Et moi, je donnerai satisfaction à ces nymphes en devenant ton professeur. Daphnis ne se sentit plus de joie. Le paysan et berger qu'il était, amoureux et jeune de surcroît, se jeta aux pieds de Lycénion et la supplia de lui apprendre dès que possible son art, dont la connaissance lui permettrait de faire ce qu'il voulait à Chloé. Et comme s'il s'apprêtait à recevoir une grande leçon de nature authentiquement divine, il promit de lui offrir un chevreau élevé à l'étable, des fromages tendres faits du premier lait, ainsi que la chèvre elle-même. Ayant découvert chez lui une générosité pastorale d'une nature inattendue pour elle, Lycénion commença l'éducation de Daphnis de la façon suivante. Elle lui demanda de s'asseoir tout près d'elle, tel qu'il était, de lui donner des baisers, les mêmes que ceux qu'il donnait d'habitude, en aussi grand nombre, et, pendant qu'il l'embrassait, de l'enlacer et de s'étendre par terre. Lorsqu'il se fut assis, qu'il eut donné les baisers et qu'il se fut étendu, elle se rendit compte qu'il était gorgé de désir et prêt à l'action. Alors, elle le fit se soulever de la position où il se trouvait, étendu sur le côté. Elle se glissa sous lui et elle le guida de tout son art jusqu'au passage qu'il avait tant recherché. À partir de là, elle n'eut rien de spécial à inventer. C'est la nature elle-même qui enseigna à Daphnis ce qu'il lui restait à faire. Une fois achevée cette éducation érotique, Daphnis, qui avait encore un raisonnement de berger, se préparait à courir au-devant de Chloé avec l'intention de faire sur le champ tout ce qu'il avait appris, comme s'il craignait de l'oublier en tardant trop. Lycénion l'arrêta alors et lui dit: « Il y a encore quelque chose que tu dois savoir, Daphnis. Moi qui suis une femme accomplie, je n'ai ressenti à l'instant aucune douleur. Autrefois, en effet, un autre homme m'a donné cette leçon. Et son salaire fut ma virginité. Lorsque Chloé se débattra de la sorte avec toi, elle criera, elle pleurera, et elle sera étendue dans une mare de sang. Toi, il ne faut pas que le sang te fasse peur, mais lorsque tu l'auras convaincue de s'offrir à toi, conduis-la à cet endroit. Ici, si elle crie, personne ne l'entendra. Si elle pleure, personne ne la verra. Si elle saigne, elle pourra se laver à la source. Et souviens-toi bien que c'est moi qui ai fait de toi un homme, avant Chloé.